Oui, je crois qu'on peut applaudir. D'être là ce soir. Monsieur le maire, merci de votre présence, ainsi que ses conseillers. C'est la parole à monsieur Lelard, qui va vous présenter les nouvelles rencontres que nous avons donc en partenariat. Bien, bonsoir. Je ne vois absolument personne. Je pense que vous êtes tous là. Bon, comme vous le voyez derrière moi, nous allons beaucoup parler d'astronomie ce soir. Vous avez vu des coupoles, le pic du Midi, de la montagne. Nous allons respirer un air pur de science. Mais auparavant, vous savez que nous organisons régulièrement des conférences publiques et ce genre de conférence ne pouvait être possible que si la municipalité de Plaisir nous apporte un bon soutien. Je pense que monsieur le maire je ne le vois pas, me fait merci. Ce que je voulais dire, nous sommes une association qui est beaucoup aidée par la municipalité de Plaisir, par madame Colsman-Berger, qui est peut-être là-bas, je ne sais pas. Oh, bonjour. Et alors, il y a également des associations ici présentes, notamment, j'ai cru apercevoir des gens de Magnitude 78, une association d'astronomie. Alors, vous êtes là. Tout ça, c'est bien. Je peux vous dire que les associations à Plaisir sont bien soignées. Nous avons également des gens de Bois-Richeux par là, je suppose, ils l'ont dit. Ah. Ce sont les gens qui ont construit un observatoire sur un château d'eau. Et là, on va voir au cours de cette soirée que le professeur Dollfus, lui, était un astronome qui observait avec un vrai télescope dans des vrais observatoires en haut des montagnes, et il a découvert des choses dont nous allons parler toute cette soirée. Alors je vais inviter maintenant le professeur Dollfus à grimper sur l'escalier. Si vous pouvez vous asseoir ici, là, parce que vous allez avoir l'écran de contrôle là. On ne voit rien, hein. Alors on va voir comment ça se passe. On était un petit peu en retard, alors excusez-moi, il faut que je me prépare quand même. Tout va bien? Il faudrait un micro. Voilà. Oui, un micro. Alors voilà, ça c'est votre écran, ça c'est bien. Nous sommes prêts, hein? Voilà le professeur qui se trouve avec un de nos membres qui va être là. Daniel, où es-tu? Alors ce qui est bien, c'est que lorsque on rencontre des astronomes, généralement on voit une communauté qui est très rare dans d'autres domaines, parce que des professionnels aillent à la rencontre d'amateurs, c'est quand même assez rare, il fallait le souligner. Alors, nous avons, ce que je vous propose, nous allons parler selon des thèmes. Voici les thèmes avec lesquels nous allons parler. Voilà, vous voyez, le cratère de Gusev, vous devez connaître, je pense, celui que vous connaissez le mieux ici, n'est-ce pas? Et nous nous arrêterons, d'abord pour reprendre le souffle, ensuite pour vous pourrez poser quelques questions
plutôt que de les regrouper vers la fin. On y va? Tout à fait. Bon, il a une bonne voix, il avait peur. Alors là, si j'ai bien compris, tout a commencé avec ce livre-là, que vous voyez ici. Ça va vous rappeler quelque chose? Non? Ah? Ça vous rappelle quelque chose? C'est le premier livre que j'ai lu. J'avais 8 ans. Vous voyez si... Livre de Guillemin sur l'astronomie. Ah, mais des Guillemin. Alors pour un jeune garçon de 8 ans, tombant sur ce livre, j'ai eu un peu une révélation. J'ai découvert une chose que je ne connaissais pas avant du tout, c'est l'astronomie. Et pour un jeune garçon que j'étais, ça a joué dans le subconscient et j'ai un peu décidé que quand je serai grand, eh ben, je pourrais être astronome. C'est ce que j'ai fait. Alors, vous vous rendez compte, si vous avez des enfants, achetez des livres. Hein. Alors, à ce propos... Par contre, je peux ajouter que très vite, quand j'ai déclaré que je voulais être astronome, mes parents, mes professeurs m'ont fait comprendre que pour devenir astronome, un vrai astronome, il fallait beaucoup travailler, il fallait faire des études supérieures, ne pas hésiter à passer par l'université, à une formation mathématique, et c'est seulement à la suite d'un grand travail de préparation qu'on peut devenir astronome. Ce que j'ai fait aussi. Alors après, vous avez construit ce télescope-là. Ça vous dit quelque chose, je suppose. Voilà, alors quand on veut être astronome, eh ben, on a envie de regarder le ciel, on s'intéresse aux instruments, et effectivement j'ai construit ce télescope dans ma chambre à coucher. En fait, c'était pendant l'occupation, c'était pas très facile parce qu'il fallait se procurer du matériel et des choses, mais enfin bon, il suis arrivé. Le télescope c'était pas mal, 20 cm de diamètre, c'est déjà pas mal. Pour un amateur d'astronomie à l'époque, c'était ce qu'on peut appeler un grand, même un très grand télescope. Alors moi, ce qui m'a surpris quand on regarde ce télescope, c'est qu'il est drôlement bien usiné. Là, beaucoup m'ont fait construire un machin comme ça. Vous étiez jeune, vous avez 16-17 ans, là. Oui, c'est ça, oui, à peu près. J'ai très tôt compris que pour être astronome, il fallait aussi être à droite de ses mains. Ça, c'est une chose que les gens ne comprennent pas toujours et que l'enseignement moderne ne cultive pas du tout. Il faut évidemment avoir l'esprit ouvert, il faut avoir une formation mathématique, physique, etc., mais il faut être adroit, parce que l'observation et l'instrumentation, ça se fait avec les doigts. Et donc, j'ai appris aussi à faire de la mécanique, à faire de la menuiserie, et j'ai pu en grande partie faire moi-même ce télescope. Je me suis fait aider un petit peu, mais l'essentiel quand même, j'ai appris à limer, à râper, à tourner, à fraiser. Vous étiez au musée de l'air aussi, non? Pas voilà. à l'atelier. Voilà, l'atelier du musée de l'air, exactement. Oui, c'est ça, voilà. Je me suis renseigné. Hein. J'ai eu la chance d'avoir... Mon père était conservateur du musée de l'air, il y avait l'atelier de mécanique, et j'ai eu accès à cet atelier, c'est là que j'ai appris à manipuler les appareils d'instruments de métallurgie. Alors, le 14 juillet 1941, vous observez Mars à l'observatoire de la SAF, rue Serpente. Alors, c'était pas celui-là, ça c'est l'observatoire, celui qu'on voit ici, c'est l'observatoire de la Sorbonne. Mais à l'époque, c'était l'observatoire de la rue Serpente, qui existe toujours. Quand vous sortez du métro Odéon, vous avez un petit peu en retrait un grand bâtiment qui s'appelle l'hôtel des sociétés savantes. Et sur le toit de l'hôtel des sociétés savantes, il y a des coupoles. Et c'est là qu'il y avait cette lunette. Là voilà. Oui. Ce qui pour un jeune enfant, un jeune adulte que j'étais, était une grande lunette. 15 cm de diamètre. Oh. Nous avons à cette association, grâce aux subventions de la mairie, nous avons un 400 mm. Voilà. Oui, mais nous étions en 1941. Nous étions en 1941. 400 mm. En 2006. Un astronome professionnel, 150. Alors, nous ne demandons rien. Hein. Alors, il se trouve que... Vous êtes déjà bien servi. Alors... Donc, vous avez vu donc, Mars pour la première fois, après vous avez été un grand spécialiste de Mars, et vous, dès cette époque-là, alors ça, c'est moi qui vous pose la question, mais qu'à tous les deux, parce que j'ai pas du mal à comprendre, mais j'aimerais bien savoir. C'est à ce moment-là, tout de suite, que, on est entre nous là, que vous avez choisi entre les planètes et les galaxies, vous avez plutôt eu une inclinaison particulière pour le système solaire, qui n'était pas très connu à l'époque, par rapport à l'ensemble
du ciel, tout ce qui est galaxies, tout ce qui est nébuleuse. Vous êtes concentré sur l'étude du Soleil et des planètes. Oui, tout à fait, le système solaire. Il faut dire qu'avant le télescope, vous avez vu tout à l'heure, de 20 cm, j'avais dans notre campagne, à Lyon-sa-Forêt, dans l'Eure, j'avais trouvé dans le grenier de mes parents une longue vue, petite longue vue qui faisait petit objectif grand comme ça. J'avais monté cette longue vue sur une monture en bois qui était déjà équatoriale. Là, j'avais 14 ans à ce moment-là, 15 ans. Une monture en bois. Et c'était le moment où il y avait dans le ciel un alignement assez exceptionnel de planètes. On avait Mercure, on avait Vénus, on avait Mars, on avait Jupiter, on avait Saturne qui s'alignaient dans le ciel par ordre de distance. C'était assez remarquable. On avait signalé dans les journaux cet événement. J'ai profité de ma petite lunette pour regarder les planètes une par une. Successivement, c'était très, très pédagogique. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai eu l'attention attirée sur les planètes, sur ces points qui se déplacent dans le ciel, qui sont des mondes. Ces mondes, on ignore tous qu'il y a de leur surface, il y a peut-être la vie, il y a peut-être des phénomènes très, très élaborés, très proches ou très différents de ce qu'on a sur Terre. Et je pense que cette vision, cette réflexion a influé dans la suite sur les options que j'ai été amené à prendre dans la conduite de la recherche astronomique. Effectivement, je me suis attaché aux planètes. Et alors c'est à cette époque que vous faites une rencontre fantastique avec votre maître, Bernard Liot. Ah, Bernard Liot, ça. Bernard Liot, ça c'était le grand des grands, c'était une espèce de saint. C'était un astronome complètement dévoué à la cause, qui avait une propriété exceptionnelle, il avait du génie. C'était un homme de génie. Il fusait d'idées. C'est lui qui a inventé le corollographe, l'appareil qui meurt les éclipses artificielles. C'est lui qui a fait une thèse très remarquée sur la polarimétrie de la lumière. Il avait inventé un filtre spécial qui permet d'observer le soleil dans une condition particulière. Il fusait d'idées partout. Et je l'ai rencontré, et évidemment, ça a fait un choc. Et il s'est occupé de moi. Et quelques années après, je suis devenu son élève à l'Institut de Meudon. Un privilège que je n'oublierai jamais. Et alors, c'était Bernard Liot, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup au Pic du Midi. C'est lui qui avait lancé l'astronomie au Pic du Midi, complètement. C'était un grand spécialiste du Soleil. Nous parlions dans la voiture justement du film Flamme. Là. Et donc, très jeune, vous partez au Pic du Midi. Mais juste après la guerre, en 1945, Bernard Liot m'a invité chez lui et m'a dit « Mais je viens d'installer au sommet du Pic du Midi une nouvelle lunette. L'objectif est 60 cm de diamètre. C'est plus 15 cm. C'est plus grand que la nôtre. 60. Ah, oui, oui. Et cette lunette est spécialement conçue et étudiée dans toutes ses parties pour spécialiser dans les forts grossissements. Et avec cette lunette, qui venait d'achever et qui venait de mettre au point, il obtenait des grossissements uniques dans le monde. C'était la lunette la plus puissante disponible dans le monde pour l'étude des planètes. Avec ça. Et il m'a dit, mais écoutez, si vous êtes intéressé par l'astronomie, vous montez au Pic du Midi. J'organise pour vous une mission et vous essayerez cette lunette et vous me direz ce que vous en pensez. C'est ce que j'ai fait. Et dans la journée du 25 décembre 1945, jour de Noël, et avec des caravanes de porteurs qui faisaient le ravitaillement, on a fait la montée à ski, une montée qui a duré 7 heures. C'était pas à ski, je ne faisais pas encore de ski à l'époque, c'était à raquette. Je suis monté avec la caravane de ravitaillement, 7 heures d'ascension en montagne, c'était la première fois que je faisais ça, pour arriver au pic là-haut. J'ai découvert cette lunette, et on a observé la planète Mars avec Henri Michel, nous avons grossissement de 900 fois, qui n'a jamais été fait avant. Une révélation. Alors le Pic du Midi a une particularité pour les gens qui vont dans les Pyrénées, c'est qu'on le voit de partout. Il est assez particulier, on le voit ici, parce qu'il a une grande paroi qui fait presque 1000 mètres et qui permet de l'isoler des turbulences de la plaine. Voilà, pourquoi ce grossissement de 900, qui était donc unique au monde, je dis bien à l'époque, parce que le pic s'y prêtait. Parce que ce qui empêche les grandes lunettes de monter le grossissement,
c'est la turbulence atmosphérique, c'est le fait que la lumière qui vient de l'étoile traverse l'atmosphère avant d'atteindre l'objectif. Et cette atmosphère est turbulente et perturbante, et la lumière, au lieu de se propager à droite, se propage mal. Et ça crée du flou, ça étale l'image. Donc il faut améliorer la lunette, mais aussi améliorer son site, trouver des sites dans lesquels cette turbulence atmosphérique est très réduite. Et l'idée du lieu, encore une idée géniale, c'est de dire, mais au fond, il faut être haut dans l'atmosphère, mais il faut aussi être isolé dans l'atmosphère. Donc, le meilleur moyen, c'est d'aller sur le sommet d'un pic bien isolé. Et il y en a un en France, c'est le pic du Midi, qui, comme vous le voyez là, est un pic, un sommet bien isolé, loin de tout. Et là, on est au-dessus des couches de turbulences atmosphériques, et certaines nuits, les images peuvent devenir super pour les limiter uniquement par la puissance de l'instrument. On peut monter progressivement et voir les planètes comme personne ne les avait vues avant. Alors vous êtes Par conséquent, c'est un instrument de découverte. Je veux absolument réaliser que cet instrument était un outil qui permettait tout simplement des découvertes. Alors vous êtes perché là-haut, là, voilà comment est le pic du Midi maintenant, mais de votre temps, il était comme ça. Ah oui, c'était comme ça, il y avait ces deux grandes mâts, voilà, tout à fait. Il y avait ces deux grands mâts, et puis ces coupoles, il y avait cette cassure dans la terrasse ici, c'était un éboulement. Donc cette photo correspond à l'époque où j'ai connu le pic. Il y avait les gens là sur les toits, vous avez l'air de vous amuser un peu, là, mais vous étiez jeune là. Alors après, voilà le... Toujours jeune. Ah oui, c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai, vous avez commencé à le voir. On essaie d'être jeune. Chaque fois que j'ai vu le professeur Dollfus, je l'ai toujours vu entouré de jeunes. Regardez le pic maintenant. Vous voyez, c'est la même photo, mais c'est chouette, hein. Regardez ces images. Vous voyez qu'on fait vraiment de l'astronomie encore, et c'est en France. Regardez cette image-là. Et alors là, voilà. Voilà votre maître. Voilà, c'est vous qui avez écrit « Il est emporté par le génie ». Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai écrit ça peut-être bien, oui. Si j'ai écrit, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai vu. Je peux vous le montrer. On a amené plein de livres là qu'on va vous faire dédicacer tout à l'heure. Je vous montrerai. Enfin, c'est vrai parce que j'ai sorti comme ça. Voilà un astronome tel qu'on aimerait les voir encore, mais non, mais il y en a encore comme ça. Et quand on voit Daniel Magaria en train de faire ses mises en station, là, en pleine lumière. Voilà les éclipses, vous parliez tout à l'heure d'éclipses et de coronographes. Voilà, vous pouvez faire un petit cours là sur les éclipses, là, vite fait. Non, mais les éclipses, vous savez tout ce que c'est qu'une éclipse quand même, l'éclipse totale du soleil. On les voit ici, on les a organisés. Voilà, vous avez parfaitement. Mais une éclipse, c'est un phénomène extraordinaire. C'est une chose très émouvante, et puis on découvre cette atmosphère lumineuse, cristalline, autour du soleil. C'est une grande beauté, une grande émotion surtout. Mais c'est tellement fugitif qu'on peut faire très peu de science. Tout au plus, l'équipe a pu montrer qu'il y a autour du soleil une atmosphère aux propriétés tout à fait extraordinaires auxquelles on ne comprend rien. Et pour comprendre, il fallait pouvoir observer plus souvent. Et c'est encore un coup de génie de Bernard Liot que d'avoir inventé l'appareil qui permet de créer des éclipses en tout temps. Et placé au sommet du pic du Midi, là aussi, le ciel très pur, et faire des éclipses. À ce moment-là, on peut observer la couronne solaire de façon continue, régulière, faire des longues pauses photographiques, prendre des spectres, étudier, faire de la physique, de l'astrophysique, de ce milieu subtil qui est la couronne solaire. Ça, c'était un grand progrès dans les connaissances. Et alors, voilà ce que donne une éclipse quand on la voit depuis l'espace, hein, cette espèce de tache qui roule combien, là, tu m'as dit, là, je ne m'en souviens plus. 250 km de diamètre, 2800 km de déplacement. Ah oui, là, voilà. On a des bons, hein. Ça, je ne l'ai pas vu comme ça, malheureusement, mais je l'ai vu presque comme ça à bord du Concorde. La première fois que j'ai contribué, disons, à la préciser. Surtout, j'ai construit un filtre qui permet d'isoler dans la couronne différentes radiations. On en voit ici 4, elles sont un peu différentes, et chaque radiation correspond à une température définie de la couronne. Donc ce qu'on voit ici, ce sont des jets de matière, mais surtout ce sont des isochrones, ce sont des régions d'une température donnée. Or, on constate que d'une image sur l'autre, les structures ne sont pas les mêmes. Ça prouve que la température n'est pas uniforme dans la couronne, mais à des structures complexes, et les différentes images sélectionnent les régions de même température.
Donc, ça permet de détailler cette température, de voir quels sont les gradients, comment elle évolue au cours du temps, pourquoi elle se figure, pour ces structures d'arches, etc. Alors voici une éclipse encore, là, une photo d'éclipse. Oui, ça c'est fait au chronographe, c'est fait avec un de ces fils, justement. Hein. Ici, on voit tout le soleil avec les jets autour. Et les images que j'ai vues tout à l'heure, ce sont des petites régions qu'on a agrandies. Mais les clichés avec les filtres, oui, cet aspect-là. Alors voilà, ici avec vos collègues et amis. Ah oui, avec tout à Michel, fait. Tout à fait, Michel à gauche, Michel en haut à droite, c'est l'image de droite. Là, vous êtes avec la Toulouse. Focas au milieu. Ah oui, tout à fait, c'est l'équipe qui joue. Et voilà l'objectif de 60 cm dont je vous parlais. Alors voilà quelques photos que vous réalisez. Voilà. Attends, je reviens en arrière, là. Ça c'est fait sur un melon, en fait, avec un autre filtre. Voilà. Oui, parce que vous n'êtes pas tout le temps au Pic du Midi, vous êtes aussi. On va reparler de melon. J'ai aussi équipé le melon, c'est un mètre de diamètre, qui était encore plus puissant que le Pic du Midi, point de vue lumière. Donc, la deuxième partie de ma vie, je me suis partagé entre le Pic et melon. Ah voilà. Alors, ça voilà encore. Ça, c'est vos Voilà des tâches. Voilà maintenant comment on arrive, mais c'est la même chose. Ça, c'était pris aux Canaries par les équipes suédoises. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que, voilà encore le Pic du Midi que nous allons un peu quitter maintenant. Voilà comment il se trouve maintenant. Ah, c'est très beau, vous savez, là, ceux qui connaissent le Pic du Midi, c'est magnifique. Mais c'est complètement changé là-haut. Maintenant, on a le chauffage central, on a un éclairage partout. Mais autrefois, c'était juste après la guerre, c'était une autre affaire. On faisait soi-même son courant, on faisait soi-même son pain. Moi, j'enfournais le pain. Pas beaucoup de gens ont fait ça. Il y avait une cheminée, on mettait le feu, là. Oui, puis c'était très mal éclairé, très mal chauffé, c'était très très monastique. Mais une vie très dure, mais très saine. Alors, complètement dévouée à l'astronomie. Il n'y avait rien d'autre à faire faire l'astronomie. Et on faisait l'astronomie. On faisait beaucoup, à plein temps, c'est le cas de le dire. Ah, surtout vous, parce que j'ai vu que la journée, vous travailliez au coronographe, parce qu'il y avait le soleil, et la nuit, vous travailliez aux planètes. C'était très dur, mais on était jeunes. C'est vrai qu'on observait le jour avec le coronographe, on faisait des pauses qui duraient plusieurs 30 minutes, on faisait 5 ou 6 pauses de 30 minutes à la suite, ça fait quand même, ça prend la matinée. Ensuite, on faisait 2 années sous la couronne, puis on allait rapidement prendre un dîner, et le soir, on enchaînait avec les lunettes solaires, les lunettes planétaires sur les planètes, pour étudier des planètes qui braisaient dans le ciel, et on continuait la nuit comme ça. Le lendemain, on recommençait sur la couronne solaire. Et alors à cette époque-là, Bernard Liot disparaît tragiquement à la suite d'une éclipse en Égypte. Ah oui, ah oui. Ça arrive. Et on vous demande de prendre sa suite. J'ai pas prévu ça. Hein, L'Académie des sciences demande à l'Observatoire de Paris de trouver un successeur, et c'est vous qui continuez l'œuvre. On s'y est employé. Alors, nous voilà au Pic du Midi, il y a un télescope qui porte son nom, qui existe toujours, hein, un 2 mètres là. Voilà. Là maintenant, il y a des gros télescopes. Et nous sommes maintenant dans une époque où les télescopes sont loin, comme le grand télescope européen au Chili, ou ici à Hawaï, et puis même maintenant dans les airs où on voit ici le télescope Hubble. Hein. Et alors ça me donne une très bonne transition parce qu'on vous connaît aussi sur... nous allons parler de ballon maintenant, vous avez compris, hein? Oui, bon, vous avez compris, hein, on vous attend là. Vous sentez venir, oui. Ah, vous le sentez venir. Donc vous êtes très connu par quelque chose qui ne s'est passé qu'avec vous, et qui est l'observation en ballon. Et alors, en regardant sur Internet, où on voit souvent, j'ai trouvé, la semaine dernière, il y a eu, au mois d'octobre, la commémoration du centenaire de l'aviation avec les frères Wright, et un comité a nommé les 20 plus grands volants, qu'on appelle les high flyers, et vous avez été désigné par ce jury.
C'est vrai. C'est Nuret qui m'a remis la médaille. Là. Voilà Iré. Et alors, vous êtes en très bonne compagnie, là. Voilà Iré, là, voilà votre médaille. Sens. Oui, mais enfin, c'est une sacrée expédition, hein, parce que je me suis même laissé dire que vous êtes parti même de la place de la Concorde en ballon. Ah oui, il faut des Concorde. Si on peut dire pour un ballon. En 1946, oui, tout à fait. Et j'ai atterri près des Pyrénées. Un vol de presque 24 heures. Et donc une nuit entière en l'air, plus la journée le lendemain. Et on est monté à 3000 mètres à la fin du vol, on voyait le Mont Blanc, et atterri à Limoux, près des Pyrénées. Donc la place Concorde aux Pyrénées. Alors, dites-moi, là, vous montez en ballon, comme ça, généralement la nuit, puisque c'est pour observer, donc vous ne voyez rien du tout. Vous ne savez pas où vous allez atterrir. C'est quand même un problème, ça. Alors, on est en ballon, quoi. Comment? On est en ballon, un ballon doit porter par le vent. Non, mais d'accord, mais enfin, vous ne savez pas si vous allez aller à l'est, à l'ouest, c'est quand même... Il n'y a pas besoin de savoir. Ah bon. Et alors, quand vous atterrissez, là... En ballon, la direction, ça se constate. Eh ben, comment vous prenez l'avion, on fait comme ça, hein. Et alors, comment vous faites pour rentrer à la maison, là? Parce que puisque vous atterrissez n'importe où, comment ça se passe, ça? On attend que des paysans arrivent pour nous aider. Ah bon? On leur demande s'il n'y a pas une charrette ou quelque chose pour transporter le ballon à la gare la plus proche. Et s'il n'y a pas une ferme où on peut aller à pied et pour espérer qu'il y a le téléphone. S'il y a le téléphone, on téléphone pour dire qu'on a bien atterri. Et puis on passe généralement la nuit dans la ferme, il n'y a pas le choix, avec les paysans, c'est intéressant, une fois j'ai même fait ça avec des animaux. Et puis le lendemain, on tâche de voir s'il y a un train pour rentrer sur Paris. Heureusement que votre père faisait la même chose, parce que je me mets à la place de votre maman, pas savoir où vous alliez, comme ça c'était un problème. Hein. On était habitués, vous savez, mon père faisait des coups Argent de Bennett, des grands voyages en ballon qui duraient 2 jours et 2 nuits et traversaient l'Europe. Et on atterrissait dans des pays loin de tout. Mais on était habitués à savoir, Charles Fus, mon père, partir en ballon et puis rester 2, 3, 4, 5 jours sans nouvelles. Mais bon, c'est comme ça, c'est compliqué. C'est la passion de l'air. Alors voilà quelques vues là où vous étiez. C'est pas très grande la nacelle quand même, hein? Celle-là elle est spécialement grande là. Ah bon? Parce qu'on a besoin de place à cause du télescope. Ah oui. Mais on va le voir tout à l'heure, ça. Il y avait un tout petit ballon qui avait, j'ai fait un salon de record, un tout petit ballon qui avait une nacelle qui avait juste pas de dimension. Alors, pour étudier le soleil, vous accrochez un télescope par-dessous. Voilà. C'est ça, hein? Voilà. Et après, vous le larguez pour atterrir, il part en parachute. Alors, on est obligé, parce que, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est sous la nacelle, on ne peut pas atterrir. Ensuite, il est trop lourd. Et quand on monte à 6 000 mètres d'altitude, la descente ensuite est extrêmement rapide. Il faut la freiner. On n'a pas assez de lest pour ça. On utilise le télescope en larguant le télescope au dernier moment pour freiner le ballon d'un seul coup près du sol et libérer la nacelle pour pouvoir atterrir. C'est une manœuvre difficile, mais il ne faut pas la rater. Alors on disait même que quand vous atterrissez, la première chose que vous faisiez, vous cherchiez le télescope dans la forêt. Ah ben oui, parce qu'on a largué le télescope avant, puis le ballon repart. Pour atterrir un peu plus loin, on ne se pas perdre le télescope, parce que pour le retrouver après, c'est pas facile. De sorte qu'après avoir largué le télescope, on essaie de regarder par-dessus bord, localiser un petit peu, et puis ensuite on prépare l'atterrissage. Quand vous regardez Nicolas Hulot, là, vous connaissez, là, vous savez comment on fait pour atterrir. Bon, alors ensuite, donc voilà un peu, vous avez pour la première fois photographié avec le dispositif comme ceci, là, vous avez photographié la surface du soleil, c'est ça? Ah oui, c'est la tour granuleuse. C'est la première photo prise en dehors de la surface. Je l'ai marqué. Hein. Voilà, voilà, elle est marquée. 1er avril. Voilà, 1er avril. Mais c'est quand même extraordinaire parce que c'est historique. Et vous avez par là même démontré le mouvement de convection de l'intérieur du Soleil avec ce genre d'études. Voilà, le problème était le suivant. On savait déjà, en observant le télescope au sol, que la surface du Soleil était granulaire, ce qu'on appelle les graineries. Des taches sur le sol, sur la surface de Mars, du Soleil, décidément. Et les théoriciens qui étudiaient donc la dynamique de l'atmosphère solaire n'étaient pas d'accord. Certains pensaient que cette structure granulaire provenait de la turbulence, que l'écoulement de la matière près de la surface solaire était turbulent, d'où une structure en granule. D'autres disaient, mais non,
c'est pas la turbulence, c'est la convection. La convection, c'est quand ça s'organise en grandes cellules. La turbulence, c'est quand ça part de partout. Ah, comment savoir? Mais il y a moyen de savoir. C'est que si on prend les clichés de la surface solaire encore plus fins que ceux qu'on avait, beaucoup plus détaillés, un grossissement plus fort, s'il s'agit de turbulence, l'accroissement de finesse montrera des grains de plus en plus fins. Si c'est la convection, eh bien, les cellules de certaines dimensions, on ne verra pas plus, mais on les verra mieux. Parce que vous verra-t-on mieux les grains, ou verra-t-on des grains plus fins. Mais il fallait pour ça des clichés plus fins que ceux qu'on a avec les télescopes. D'où encore une fois l'idée de monter haut dans l'atmosphère pour être au-dessus des zones de turbulence, et avec ce télescope, photographier cette surface solaire dans les meilleures conditions que ce qu'on a fait. Et on a trouvé ça. Et en voyant ça, on dit, ah ben ça, évidemment, c'est de la convection. C'est pas des turbulences, vous voyez bien d'ailleurs. Convection, ça. Alors, oui, bien sûr. Mais oui, quoi. Ouais. Alors, on va continuer. Alors voilà la grande affaire maintenant. Alors, le schéma qu'on voit sur la droite, là, c'est dans le tableau de votre bureau. On voit le torchon pour effacer le tableau, les bâtons de craie. Ça fait un peu Jules Verne, là. C'est le montage de votre dispositif. C'est ça, vous pouvez nous dire un peu comment vous voyez la... Je peux vous dire ça, oui, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Ce que je peux dire, c'est que... Pourquoi faire d'abord? Donc j'avais fait un premier vol en 1954, ça fait déjà 52 ans, pour essayer de trouver l'eau sur Mars. Dans une ballon à nacelle ouverte, on a monté à 7000 mètres avec Charles Dofus comme pilote, on était deux, pour trouver l'eau sur Mars. Et on avait trouvé que la quantité d'eau sur Mars est sûrement très faible, plus faible que prévu, qu'elle était inférieure probablement au centième de ce qu'on a sur Terre. Mais quand on a donné ce résultat aux biologistes, on a dit, mais oui, mais il faut chercher encore plus fin, parce que même une trace d'eau plus faible pourrait être suffisante pour que la vie existe. Ah là là, mais chercher quelque chose d'encore plus précis que ce qu'on avait fait dans ce télescope à 7000 mètres, c'était difficile. Ça peut être un télescope plus grand, un télescope de 50 cm de diamètre, ça devient une grande affaire, 50 cm. Il fallait monter beaucoup plus haut, il fallait monter à 10 ou 15 000 mètres d'altitude, et ça on ne pouvait pas le faire avec les ballons classiques. Et puis l'organisme ne résiste pas à ces grandes altitudes. Donc il fallait avoir un télescope plus grand et protéger l'observateur par une sphère étanche. C'est ce qu'on voit là. Voilà, celle qu'on voit là. Donc on voit ici la sphère. En aluminium, elle était. En aluminium, mince, en dur les mains, très mince, avec l'astronome dedans. Et l'astronome, c'est vous. Ben, c'est l'astronome. Oui. Et au-dessus, le télescope, on voit le miroir plan en bas ici, voilà, sur lequel la lumière se réfléchit, remonte vers le haut. Je vais vous le montrer, voilà, le télescope là. Voilà le télescope, voilà. On voit le miroir en dessus, puis la lumière redescendait sur ce petit miroir en bas qu'on voit à peine, et remontait dans le cylindre qui est au milieu, qui était l'analyseur de radiation, qui permettait de mesurer donc la teneur de l'atmosphère en vapeur d'eau. Donc j'étais enfermé dans ma cabine, on fermait tous les verrous, et j'avais à l'intérieur un dispositif pour régénérer l'air, c'est-à-dire fournir de l'oxygène et absorber le gaz carbonique. Autrement dit, c'était l'ancêtre de ce qui est devenu la capsule spatiale. La dimension et le comportement interne étaient quand même très semblables à ce que, 20 ans plus tard, sont devenus les Soyouz russes. C'était très en face des mêmes problèmes, si vous voulez, ça résoluait de la même façon. Sauf que les Soyouz pesaient 1 tonne et que ma nacelle pesait 200 kilos. 150. Et alors, le prince Ringuet, vous avez aidé un peu là, je crois, hein? Ah bon, oui, quand j'ai annoncé l'intention de faire cette expérience, ça a attiré quand même l'attention d'un certain nombre de gens qui m'ont beaucoup aidé quand même. Oui, je parlais de Prince Ringuet en particulier, le professeur de Prince Ringuet a obtenu tous les crédits nécessaires pour faire construire la cabine par Pichinet, par l'aluminium français. C'était un prototype. L'aluminium français, de centre technique d'aluminium, a voulu en faire une espèce de... Comment je pourrais dire ça, de vitrine, c'est ça, de pièces d'art, si vous voulez, très élaborées, tout le monde s'y mit, c'était
C'est remarquable. D'ailleurs, cette cabine qui est remarquable pour une métallurgie est exposée en permanence. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, au musée de l'espace. Ça, c'est pour vous dire d'aller le voir. Voilà la cabine. Voilà, là, la voilà exposée Qui est suspendue au Bourget. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à cette cabine, elle est tractée, ce que vous avez appelé le grand attelage, j'aime beaucoup le mot, par une grappe de ballon. C'était pas courant, ça, hein? Ben, la première idée, c'était d'employer un ballon du style classique, mais plus grand. Ce qu'avait fait le professeur Picard dans les années 30, déjà. Un ballon beaucoup plus grand, gonflé une partie de son volume, qui avait une forme de point d'exclamation. Et c'était la manière classique de monter haut en ballon. Mais là, c'était dangereux. Parce que je voulais monter haut et atterrir de nuit. Or, il y a un grand ballon comme ça, atterrir en pleine nuit, en Europe, là où les lignes électriques parcourent toutes les campagnes, c'est un risque que je ne voulais pas prendre. Je voulais pouvoir continuer à faire l'astronomie après, vous comprenez. De sorte que j'ai cherché s'il n'y avait pas des procédés imaginer des procédés plus ingénieux et moins dangereux. Et l'idée est d'employer des ballons rouges pour enfants. Des ballons donc en matériaux en caoutchouc, mais le plus gros volume que ceux des enfants, et que l'on ajoute l'un par un en grappe. Alors, on fait une grappe, le ballon, en fait, il y avait plus de 100 ballons, qui chacun faisait 3,50 m de diamètre au départ, et au fur et à mesure qu'on monte, donc les ballons vont se dilater, parce que par la dépression, vont augmenter de diamètre. Et au bout de certain temps, les diamètres étaient tellement grands que certains ballons, les moins bons, éclatent. Alors c'est parfait, parce que chaque fois qu'un ballon éclate, la vitesse de montée va diminuer. Et puis finalement, quand un nombre de ballons suffisamment va éclater, ça va se stabiliser tout naturellement dans l'atmosphère. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. C'est le signe de croix. On n'a rien à faire. Un gros ballon ordinaire, il faut le piloter. Il y a une soupape. Là, je me laisse emporter. Et comme un astronaute dans sa capsule, une fois largué, on attend d'être là-haut. De sorte qu'on a l'esprit assez libre. Et ça, c'est important pour faire l'astronomie. Ah oui, parce que vous faisiez l'astronomie là-dedans aussi. L'astronomie, évidemment. Alors, voilà tout l'attelage, là. Voilà, l'attelage complet. Alors, on va la nacelle. parler de Villacoublay, là. Il y avait plein de monde, il y avait l'armée qui vous aidait, parce que pour tous ces ballons, c'était pas évident, il fallait les gonfler. Ça a été la plus grande surprise de ma vie, ça. Parce que c'était sur un terrain militaire, et j'avais demandé que, étant donné que c'est une opération de pure science, une certaine discrétion sur cette expérience, parce que je trouvais que c'était pas la peine. Un homme de science n'a pas envie. Je m'attendais donc à trouver les quelques personnes, enfin, il y avait quand même l'équipe, une centaine de personnes nécessaires pour la manœuvre, si vous voulez, c'est tout. Et à ma surprise, quand je suis arrivé sur le terrain, c'était noir de monde, parce que les gens parlaient, et parce qu'il y avait la presse. Alors en fait, c'est pas si mal, parce que la presse dans le monde entier en a parlé, et ça fait connaître l'astronomie quand même. Ça fait connaître une vision de l'astronomie qui n'était pas habituelle, et ça fait du bien à la cause. Alors vous atterrissez dans la Nièvre, là, près d'une vache, hein, vous racontez, et les ballons vont jusqu'à Roanne. Ah oui, il y a le problème d'atterrissage, parce que avec ces ballons, je vous parlais de ces gros ballons, il faut choisir son terrain d'atterrissage avec le plus grand soin. Mais là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'était en pleine nuit, je ne voyais pas le sol, mon appareil descendait tout seul, je ne pouvais rien faire, de sorte que le mieux n'était pas d'essayer de regarder, etc. Le mieux, c'était de s'en remettre complètement aux circonstances. Oh, ça arrivera comme ça. Mais, d'équiper la nacelle et l'ensemble de façon à pouvoir accepter les cas les plus extrêmes. Le cas très grave aurait été de rentrer de plein fouet dans un obstacle comme un mur, par exemple, chose comme ça. L'autre danger était d'arriver au sommet d'un arbre, par exemple, et puis en larguant les ballons, que la nacelle tombe. C'était original parce que c'était vécu avant le premier vol donc d'un Américain dans l'espace. Était extrêmement étroite, cette cabine, très différente de la mienne, ça n'avait rien à voir. Ça ressemblait plus à un poste de pilotage d'un avion de chasse. Et il y avait un panneau avec tous les boutons qui étaient comme ça.
Et il y avait un bouton qui était là. Je me dis, mais ça sert à quoi? Ça vous pressez le bouton et ça ouvre la porte, le bout de sortie. Je dis, mais vous laissez le bouton comme ça, à portée de main, à n'importe quel moment du vol, vous pressez le bouton et ça s'ouvre. C'est faux, il faut protéger le bouton. Dans ma cabine, tous les boutons sensibles étaient protégés par toute une série de cascades de protection en série, de façon à ce que si on ne puisse pas les faire. Voilà votre cabine. Il faut dire, ouais, mais vous savez, bon, on sait ce qu'on a fait. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Et quand ils sont arrivés sur Terre, ils sont atterris dans l'eau, et dans la précipitation d'atterrissage, le gars a pressé le bouton, le hublot s'est ouvert, il a laissé couler, il s'est trouvé dans l'eau. Bon, écoutez, nous allons faire une petite pause de questions, si vous voulez poser quelques questions sur la partie ballon ou pic du midi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Des questions. Moi, j'en ai une. Oui. Monsieur Dollfus, là, vous balanciez un télescope par parachute. J'ai une question très curieuse. Combien de télescopes avez-vous cassé? Le télescope par parachute était cassé. Ah, et par principe. Il était cassé. Oui, il était Donc cassé. vous utilisiez un télescope par ascension. Il était cassé, ah oui. Il était du Kleenex. Il était cassé. Mais il était cassé, sauf l'objectif. Alors le problème, c'est qu'avant la descente, le cas 6 000 d'altitude, c'est moins 35 quand même de degrés de température, moins 40, il fallait relever le télescope pour que l'objectif vienne sur le rebord de la nacelle, en osier, démonter l'objectif, le porter, ce qui n'était pas facile, le rentrer dans la nacelle et le protéger dans une boîte. Ensuite, on retournait le télescope, et on faisait une chose avec la caméra. Ah oui, évidemment. Et à ce moment-là, ce qui restait du télescope, on le descendait par un câble à quelques mètres au-dessous de la cabine, de façon à ce qu'avec un couteau, il suffit de trancher le câble pour que le télescope... Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez dit qu'il fallait être bricoleur pour faire de l'astronomie. Ah, mais absolument. Mais alors, la descente était très rapide, très rapide. Et même le ballon flottait un petit peu, c'est des grandes vagues, ça, c'est pas agréable. Hein. Je ne vous conseille pas de descendre trop vite au ballon, je ne vous conseille pas. Parce que quand le ballon fait des vagues, on a toujours peur que ça fasse des systèmes électriques. On a des questions. Alors quand le sol arrive, il faut regarder comment ça se présente et au bon moment, couper, toc, avec le couteau, la ficelle, le parachute descend, et couper presque en même temps une autre corde qui développe le guidrope, la corde pour atterrir. Puis on regarde ce que ça fait, et ensuite on pilote. Bon, ça marchait bien. C'était très suffisant, c'était juste l'attitude qu'il fallait pour que je sois dégagé de la vapeur terrestre et pouvoir faire des observations. Et pour la descente? Alors pour la descente, j'avais donc ce système de pyrotechnie et je dois dire que là j'ai eu le seul moment du vol. Vous savez, dans ce vol, on est complètement concentré sur la partie astronomique. J'étais astronome. Je me suis dans de très bonnes conditions, il faut dire, parce que j'étais assis dans une cabine étanche, au chaud, et en train de regarder, manipuler mon télescope. Mais c'est pas souvent qu'on fait de l'astronomie comme ça, hein. Au pic du midi, derrière un télescope, en plein hiver, quand il fait moins 10, moins 15, avec un vent violent, et qu'on est perché sur une échelle, en équilibre, pour essayer de pointer sa lunette et son gant, c'est pas agréable, hein. De sorte que dans ma cabine, j'étais relativement à l'aise. Mais j'ai quand même une inquiétude pendant le vol. Parce que quand j'ai fini mes observations, j'ai commandé le bouton pour la descente. Et rien s'est produit. Alors, j'ai réfléchi et j'ai pensé que c'était peut-être un phénomène thermique. À cette époque, on ne savait pas faire de l'électronique qui soit insensible à la température. Je me suis dit, la fréquence a peut-être dû dériver. Et j'avais un bouton qui permettait de balayer les fréquences. Alors très doucement, j'ai balayé les fréquences, ça a pris un certain temps, jusqu'à ce que ça se déclenche. Et rien s'est produit. Je m'attendais à entendre l'explosion, si vous voulez, et puis le choc à ce moment-là. Rien s'est produit. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Ça descend. J'ai regardé mon variomètre, le variomètre manquait la descente. Donc ça allait fonctionner, en fin de compte, mais je ne m'étais pas aperçu parce que, en fait, le son ne se transmet pas dans le vide et la vibration n'était pas suffisante pour que je les sensisse. Ça a déclenché sans que je me rende compte. Enfin, ça descendait, je ne demandais pas plus. Le soleil tourne sur lui-même.
Le Soleil également tourne avec la galaxie autour du centre de la galaxie. Son diamètre est 109 fois plus grand que la Terre, c'est quelque chose de gigantesque. Le diamètre, c'est presque 1 million, 400 000 kilomètres. La température, on va le revoir, est très variable. Ça va de 15 millions de degrés au centre à 2 millions sur la couronne, comme le professeur nous disait tout à l'heure, et 5600 sur la surface. Si je dis une bêtise, vous me coupez. Non, c'est ça, exactement. Bon. Alors, et la distance de la Terre au Soleil est de à peu près en moyenne 150 millions de kilomètres, qui nous sert d'ailleurs d'unité de mesure dans l'espace. Le temps mis par la lumière émise par le Soleil qui est reçue sur la Terre est de 8 minutes. Et alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que le Soleil, c'est un réacteur de fusion nucléaire qui ressemble beaucoup au réacteur ITER que nous allons construire à Cadarache, qui transforme de l'hydrogène en hélium, en dégageant beaucoup de matière telle qu'on le voit ici. Alors, voilà un petit peu ce que donne la surface du Soleil, maintenant avec des photos. Là, nous revoyons le professeur, là vous êtes à Meudon, je pense. Là. Non, à Pic-du-Midi. Dans le Pic. Avec oui, vous avez pu. Ce fameux grand filtre, ouais, j'ai pu, mais c'est... Bon, avec justement les fameuses couronnes, là. Alors, voici ici des jets de matière. Si vous voulez avoir une idée de l'enfer, vous voyez comment ça peut être. Là, ce sont des photos qui sont prises certaines par satellite, notamment le satellite TRACE, là, ici. Voici des jets de matière. Vous avez le point bleu correspond à la taille de la Terre, à peu près, c'est vous dire à quel point nous sommes petits. Et alors, il y a des relations entre le Soleil et la Terre. Bon, les distances là ne sont pas respectées, mais comme dans la Terre, nous avons un grand volume, une grande sphère de nickel et de fer qui nous permet d'avoir un champ magnétique qui nous protège. Je ne dis pas de bêtises, hein. Non, vous le ah bon. C'est exactement ça. Et donc, qui permet Nous avons donc beaucoup de matière, beaucoup de rayonnements qui nous parviennent du Soleil. Certains sont bénéfiques et puis d'autres ne le sont pas du tout. Donc l'étude du Soleil est capitale. Alors, par contre, là, vous allez parler parce que ce tableau d'art moderne, là, c'est, je pense, le magnétisme du Soleil. Hein. Ah oui. C'est une de vos spécialités. Voilà, c'est une carte du champ magnétique. Je vous relaisse la parole. Là, hein. Alors, c'est vrai que cette matière du Soleil est magnétisée. Le champ magnétique dessine des figures, des configurations compliquées, et donc on a étudié un appareil qui permet de mettre en valeur le champ magnétique solaire. Alors ici vous avez un centre actif, c'est-à-dire un centre dans lequel il y a beaucoup de concentration de force magnétique, et la couleur donne l'intensité du champ. Le rouge correspond à un champ magnétique très fort, et le bleu à un champ magnétique très faible, le jaune intermédiaire. Donc vous avez ici une carte du champ de la composante qui va vers vous, de la composante qui sort de l'écran. Et puis il y a également les composantes transversales. Alors là, c'est des petits vecteurs, vous voyez, vous avez ici un champ de petits vecteurs qui dessinent le champ. Ça, c'est un peu comme quand l'expérience que vous connaissez tous de la limaille de fer. Prenez un carton, vous mettez de la limaille de fer dessus, et vous approchez un aimant par-dessous, le petit choc, et toute la limaille de fer s'organise pour tracer les lignes de force du champ magnétique sur le carton. Et bien ces petits vecteurs, c'est exactement cette expérience qu'on fait sur le Soleil. Ces petits vecteurs indiquent, si vous voulez, les traceurs des champs magnétiques à la surface du Soleil. Alors l'étude du Soleil est très bonne, j'ai repris encore ces jets coronaux. Il faut savoir que un arc de matière comme ça peut aller jusqu'à 300 000 km, 500 000 même. Hein, ah oui, oui. Alors là, voilà une galerie de peinture, là, qui est pris en fausse couleur dans votre laboratoire à Meudon. Hein. Alors là, bien évidemment, c'est pas des couleurs, ça veut dire quelque chose. Les chercheurs arrivent à le traduire. Hein. Alors c'est très beau, hein, regardez. Ouais, je vous laisse le temps. On peut passer à... Voilà Saturne.
filmé par Cassini à son arrivée. Cassini, c'est une mission américano-européenne qui a envoyé, donc, qui tourne autour de Saturne, qui s'est mis en orbite autour de Saturne en juillet 2004. Et c'est une très belle photo. Donc à partir de juillet 2004, on a pu avoir des photos très précises des anneaux de Saturne, qui sont un monde très, très complexe. Juste pour vous donner une idée, les anneaux de Saturne font 300 000 km de diamètre, 300 000 km à peu près à distance Terre-Lune, pour une épaisseur de 10 mètres. Je ne sais pas si vous voyez la finesse de ça. Ce sont des composants, des morceaux de glace de la taille du centimètre jusqu'à de la taille d'une petite voiture à peu près. Voilà voilà Saturne. Voilà le monde de Saturne. En fait, vous voyez, en pointillé, c'est ce qu'on appelle la limite de Roche. La limite de Roche, c'est en fait, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il un anneau autour de Saturne? Eh bien, il se trouve qu'autour de chaque grosse planète, il y a une limite en dessous de laquelle les satellites ne peuvent pas se mettre en boule, ne peuvent pas se former une sphère et éclatent de par les forces de marée. C'est la limite de Roche. Édouard Roche, c'était un mathématicien français du Midi de la France, je crois, qui a mis au point ce calcul. Et tous les anneaux sont à l'intérieur de la limite de Roche. Voilà. Alors voici un peu Saturne, bon, tu nous dis là. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne est en gros à 10 fois la distance de la Terre à la Lune, 10 unités astronomiques, et met 30 ans pour faire son tour. Voilà. Alors on vous dit tout ça parce que le professeur Dollfus a découvert et un satellite et un anneau. Donc vous voyez. Alors voilà, comment on voit Saturne de la Terre? Ben voilà, par exemple, par notre ami Daniel Magarian, avec son télescope. Voilà, on voit Saturne et le plus gros satellite de Saturne, qui est Titan, que vous voyez en bas à droite. Et voilà la liste. Alors Saturne a au moins 30 ou 40 satellites, on ne compte plus maintenant depuis qu'on a Cassini autour, on en découvre tous les jours. Bon, c'est des petits morceaux de roche. Voilà le monde complexe de Saturne. Cette photo est extraordinaire parce qu'on voit quoi? Les anneaux, on voit le plus gros satellite, Titan. Titan, il faut quand même dire une chose, Titan, ça fait partie des 3 T. Les 3 T, il y a 3 T dans le système solaire, la Terre, Titan et Triton, qui sont des satellites qui possèdent une atmosphère d'azote. L'azote, c'est quoi? C'est merveilleux, c'est 80% de ce qu'on respire. Donc ce sont peut-être des pré-terres. Voilà aussi un des satellites de Saturne, le plus éloigné, Phébé, qui un astéroïde capturé probablement. Voilà d'autres vues. Mimas, Rhea, Dionée, et la coupe des satellites, les anneaux en coupe. Ce sont des vues de Cassini. Alors celle-là est très intéressante parce que ce que vous voyez ici, c'est un des anneaux extérieurs de Saturne qui s'appelle l'anneau F. Et le petit caillou que vous voyez, c'est un petit caillou d'une petite centaine de kilomètres qui s'appelle Prométhée. Et à chaque passage, il avale un peu de la matière de l'anneau F. Et si vous faites attention, un peu dans le dessus, verticalement, on voit la trace du dernier passage. Donc les anneaux sont en formation et en déformation permanente. Alors ça, c'est très intéressant pour les astronomes amateurs, c'est la division de Encke. Non, c'est la suivante, c'est la suivante. Non, ça aussi. Les deux sont de Encke. Cette division, elle est presque au bord de l'anneau A, et pour les amateurs, ça permet de vérifier s'ils ont un bon instrument quand ils arrivent à voir la division de Encke dans leur objectif. Voilà aussi. Alors ça, c'est l'image de l'année. C'est le satellite Dionée, un satellite moyen de taille moyenne de Saturne. En face de Saturne, vous voyez en bas l'anneau, et alors le Soleil éclaire par le bas. Et ce que l'on voit, les traces noires que vous voyez sur l'atmosphère de Saturne, c'est l'ombre des anneaux. Et cette photo a été déclarée image de l'année 2005 pour le magazine Time. Voilà, d'autres merveilles. Toutes ces merveilles sont disponibles sur Internet tous les soirs. Il faut dire une chose, la NASA et l'ESA mettent tous les soirs toutes les photos de la mission Cassini sur Internet à disposition du public. Il faut aller fouiller les images brutes
ce qu'on appelle aussi les images brutes, en anglais les RAW, R-A-W. Hein. Moi je dis je fouille les poubelles et des fois il y a des merveilles qu'on trouve et qui sont pas mises sur le net. Hein. Voilà d'autres, voilà Mimas devant le Saturne. Et voilà la mission Cassini. Alors ce que l'on voit, c'est la sonde Cassini avec en dessous son petit bébé, la sonde Huygens, la sonde Huygens qui est européenne et qui va aller se poser sur Titan. En fait, après, c'est Jean-Dominique Cassini, c'est un Italien aussi, qui a beaucoup travaillé sur Saturne. Et Louis XIV aussi lui a fait un gros chèque pour qu'il vienne travailler en France. Et c'est lui qui a monté l'Observatoire de Paris et qui a été à la tête de toute une lignée d'astronomes pendant 100, 120 ou 130 ans. Et il a surtout découvert la célèbre division de Cassini en étudiant les anneaux. Il a aussi compris l'histoire pourquoi on voit les anneaux de temps en temps par la tranche, hein, comme Saturne fait le tour du Soleil en 30 ans, tous les 15 ans, on passe par la tranche. Voilà par exemple Hubble qui montre différentes vues des anneaux depuis la Terre. Alors la mission Cassini, c'est une mission Cassini-Huygens, c'est une mission américano-européenne. Et on voit ici la sonde Huygens qui se détache du vaisseau mère pour un trajet balistique et aller dans l'atmosphère de Titan. Et voilà par exemple une des plus belles photos de près du satellite Janus. Et je crois, professeur Dollfus, que vous avez quelque chose à faire avec Janus. Alors vous allez me dire pourquoi il ne s'appelle pas Dollfus, pour l'appeler Janus? Ça se termine par russe. Ça se termine par russe, mais c'est peut-être pas la raison. La raison, c'est que la tradition veut que les corps planétaires découverts dans le système solaire portent les noms de dieux antiques ou de dieux reliés à l'étymologie de l'astre principal, Saturne. De sorte qu'il fallait chercher dans les noms des dieux anciens un nom qui convienne. C'est une sage tradition parce que ces noms sont neutres, si vous voulez, ils n'ont qu'une couleur qui soit interprétable, et c'est pour ça qu'on se contente de noms de traditions perdues. Alors on le voit là justement. Alors vous allez nous dire, on le voit en gros là, voilà le dispositif qui vous a permis de le découvrir. Oui, ça c'est assez intéressant. On voit ici Janus au bout de la flèche. Alors pourquoi est-ce que ce satellite était nouveau? Pourquoi est-ce que depuis plus d'un demi-siècle on n'avait pas découvert de satellite de Saturne? Parce qu'il est extrêmement proche de l'anneau et très faible. Tellement proche de l'anneau que l'anneau diffuse la lumière, éblouit, si vous voulez, l'œil ou la plaque photographique et empêche de déceler des astres très faibles et très proches. Alors, j'avais un peu prévu l'existence de ce satellite parce que vous avez vu des images de l'anneau de Saturne tout à l'heure et vous avez vu qu'il y a des divisions dans l'anneau, des divisions sombres et des anneaux clairs. Et cette structure de l'anneau n'était pas bien connue dans les années 50 et 60 que je me suis occupé de ça, mais au pic du Midi, justement avec la lumière très puissante qu'on avait là-haut, on avait pu déterminer la position de certaines de ces divisions. Et ces divisions, on les attribuait à la perturbation par les satellites. Quand un satellite tourne autour de l'anneau tourne sur lui-même aussi, et si les périodes s'accordent, eh bien les perturbations à chaque tour éjectent les petits corps qui composent l'anneau, et ça crée une division. Donc, en déterminant la position de ces divisions, on pouvait essayer de les interpréter par les perturbations par les satellites. Et ça ne marchait pas. Les satellites ne permettaient pas d'expliquer ces divisions. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé si ce n'est pas parce qu'il existerait un satellite inconnu, nouveau, qui serait très proche du rebord de l'anneau. Trop proche, comme vous êtes là, pour être vu. À ce moment-là, il pourrait expliquer ces divisions.
Donc si on suspecte un satellite, on va le chercher, tâcher de l'observer évidemment. Mais si on peut l'observer, c'est parce qu'il est ébloui par l'anneau. Mais M. Père Martin nous l'a dit, tous les 14 ans, l'anneau bascule et est vu juste par la tranche. Ah, quand il est vu par la tranche, ben, il disparaît. Donc il ne gêne plus. Donc on peut voir l'anneau, donc on peut voir le satellite. Alors j'ai essayé ça. Et en décembre 1966, pendant 3 ou 4 jours, l'anneau était pratiquement invisible. J'ai saisi l'occasion, pris des photos, alors des photos très spéciales, parce que le disque de Saturne, vous voyez, est affaibli par une feuille de gélatine très absorbante, qui diminue 100 fois l'éclat de l'anneau. À ce moment-là, on peut augmenter le temps de pause par un facteur 100. Ça fait une auréole de lumière autour, mais elle reste assez faible, et on voit au-delà de l'auréole les traces de l'anneau vu presque par la tranche, qui est extrêmement faible en fait, c'est un temps de pause extrêmement long, il faut bien dire. Et à ce moment-là, découvert un point brillant sur le bord de l'anneau. C'était un satellite nouveau recherché. Voilà. Ah ben, bravo. Alors voilà un des appareils qui observe. Le télescope les savait. Alors on refait l'expérience maintenant lorsque cela se représente, hein, c'est la même que la vôtre là, qui a été refaite là en 95. 95, moi c'était entre 66 et 95. Hein. Ouais. L'astronomie a fait des progrès incroyables. Et même ce qui était en 66 était tellement difficile à faire, à la limite du faisable. Maintenant on fait ça avec des grands télescopes télécommandés. C'est merveilleux l'astronomie actuelle. Et la même aussi était merveilleuse. Voilà un peu ces satellites, oui, c'est des gros cailloux. Voilà une dernière photo de Saturne. Et nous passons maintenant à un nouveau thème, c'est les surfaces planétaires. Ah. Alors là, c'est votre grande spécialité également, et sur la Lune et sur Mars. Il faut savoir que le professeur Dollfus a déterminé quelle était la nature du sol lunaire. Vous avez même analysé des morceaux, des pierres de Lune, des cailloux. Ah oui. C'est incroyable ça. Et alors pour ça, vous avez également trouvé la texture, la nature du sol de Mars. Oui, tout à fait. Il y a même eu une controverse avec Kuiper, qui était également un grand astronome là, sur savoir ce qu'il y avait sur Mars. Alors pour ça, vous utilisez... Pas de controverse, une collaboration. Oh, pardon. Enfin, ça dépend des bouquins quand même. C'est des bouquins, bon. Alors, attendez, on discutait dans la voiture, là, parce qu'on a commencé à travailler, moi. Le fameux polarimètre d'Arago, pardon, je viens d'apprendre que vous l'aviez réparé vous-même, hein, c'est vous qui avez restauré. Ah oui, oui. C'est un grand... vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne la polarimétrie, parce qu'on va peut-être un peu en parler, c'est pas simple pour tout le monde. Ah, c'est très mystérieux la polarimétrie. Ah oui, oui. Mais non, mais c'est pas si simple, c'est pas si compliqué que ça. Il faut bien comprendre que la lumière, c'est ce qu'on voit là, c'est une vibration, la lumière. Une vibration, ça vibre. Et ça vibre dans tous les sens. Ça vibre comme ça, ça vibre comme ça, ça vibre comme ça. Et la lumière qui vient du soleil est un complexe de vibrations tellement compliqué et qu'en fin de compte tout se moyenne et que ça se compense et c'est comme s'il n'y avait rien. Alors cette lumière très complexe va arriver sur une surface, par exemple le sol de la Lune. Bon, va être réfléchi. Et en se réfléchissant, eh bien la composition de ces vibrations va changer. Et le faisceau réfléchi n'aura plus cette parfaite, statistiquement, cette parfaite symétrie. Il va être des symétries, il y aura une petite, certaines vibrations vont être avantagées. Ah, ça c'est la polarisation. Alors vous avez bien compris, ici, la lumière a été modifiée, polarisée. Ça dépend de la nature du sol. Si vous avez une surface lisse, si vous avez des cailloux, si vous avez de la poudre, si vous avez des grandes étendues de sable, si vous avez des galets, mais ça va polariser différemment. Ah ben oui. Mais alors, on peut mesurer cette polarisation, observer la Lune, mais mettre derrière le télescope un polarimètre et mesurer la polarisation pour différents angles de phase, à différents points sur le globe, etc. Et tâcher de voir quelles sont les natures, quelles sont les surfaces qui reproduisent exactement ce que nous observe au télescope. Ce que j'ai fait, bien sûr.
Et c'est comme ça qu'on a pu trouver que la surface de la Lune devait être, c'était pas des rochers, c'était pas des blocs, c'était pas des surfaces lisses, il fallait que ce soit une poudre. Une poudre. Il fallait que cette poudre soit formée de grains très absorbants. Et en raffinant encore la méthode par des artifices de vous fait grâce, j'ai pu déterminer que cette poudre devait être un basalte pulvérisé en grains fins. Et j'ai vérifié. Les voilà sur la Lune, un peu grâce à vous. Voilà un peu le sol lunaire tel qu'il était. J'ai même lu quelque part que vous aviez fait des expériences conjointes avec une mission Apollo et puis également avec des ballons. Vous avez composé plusieurs mesures comme ça. Oh ben on a fait la chose. Oui, c'est ça. Oui, parce que pour raffiner justement certaines propriétés du sol de la Lune, j'ai voulu regarder comment la Lune, non pas seulement polarisait lui-même, elle la dépolarisait. Parce que c'est compliqué, ça va être un peu compliqué. Ce que je voulais dire, c'est que la lumière de la Terre est envoyée vers la Lune et elle est polarisée. Et quand elle revient à la Lune, elle est dépolarisée par le Soleil. Pourquoi je ne sais pas. Et ça, j'ai mesuré. Et cette dépolarisation a permis de caractériser encore mieux le sol lunaire. Et pour faire ça, il fallait monter en ballon pour observer la polarisation de la Terre. Alors, voilà les poussières de la Lune. Alors ici, là on voit du vent. Alors c'est vous aussi qui avez découvert ces espèces, comment tu m'appelles ça, là, les fantômes? Les Dust Devils. Les petites tornades de poussière, les petites tornades de poussière. Hein. Je ne les ai pas découverts parce qu'on les a découverts après, mais j'ai découvert la manifestation de ces tornades, parce que ces tornades, nous savons maintenant qu'elles envoient dans l'atmosphère une quantité considérable de poussière arrachée du sol. Et avant qu'on puisse observer les tornades avec les sondes spatiales, avec le télescope, nous avions déjà vu ces nappes de poussière qui s'étendent, qui apparaissent tout à coup sans qu'on sache pourquoi. C'est la région particulière de Mars, et s'étendent et recouvrent toute la surface de la planète. Alors sur Terre, on a ça. Dans le désert, ce sont des simoons. Mais un simoon, sur Terre, ça couvre quelques dizaines ou centaines, peut-être un millier de kilomètres de diamètre. C'est localisé. Mais les conditions sur Mars, de température, de pression, etc., sont tellement différentes de ce qu'il y a sur Terre, que quand un simoon se déclenche dans une région martienne, ben, il peut arriver qu'il se généralise et que la poussière recouvre toute la planète. Et ça pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et c'est ainsi qu'en 1971, à Los Altos, un Japonais qui travaillait avec moi est rentré très excité dans mon bureau le lendemain d'une nuit d'observation pour me dire « Mais il y a un déclenchement de poussière sur Mars ». Alors on a regardé, effectivement, ce déclenchement de poussière s'est développé et a couvert toute la planète. Or, c'était très peu de temps avant l'arrivée de la sonde spatiale, la première sonde spatiale américaine qui s'approchait sur Mars pour se mettre en orbite autour de la planète, Mariner 9. Mariner 9 était muni de caméras, et ces caméras devaient photographier le sol de Mars. Or, le sol était couvert par des poussières. Ah là là! Et les premiers clichés que cette sonde a pris, ben on n'a rien vu. On a vu les surfaces uniformes et lisses, c'était la couverture de poussière. Alors avec le temps, cette poussière s'est dégradée, mais ça a demandé quand même 1 mois et demi, je crois. Et au bout d'un certain temps, cette poussière s'est déposée et la sonde spatiale a commencé à photographier des détails sur le sol, en particulier les chenaux dont on parlait tout à l'heure. On continue, là voilà les cailloux, c'est des paysages qui ressemblent un peu à chez nous. Hein. C'est très précis, ça c'est fait par des rovers, et puis après nous repartons en l'air, voilà des falaises, voilà des cratères. Voilà ici aussi d'autres. C'est beau quand même, hein. Voilà encore un autre cratère. C'est Durance, là. Hein Durance. Ouais. Bon, voilà encore des cailloux, vous vous rendez compte ça? Puis même, il y a même un microscope pour pouvoir très près. Ça c'est encore des vues. Vous avez déjà vu ça, s'y trouver. Alors, au début, les premiers clichés que la NASA a fournis ont montré un ciel bleu. Parce que le ciel c'est bleu. Puis
quand même, et quand ils ont étudié de plus près leurs détails, ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont retraité leur image avec plus de soin, et ont trouvé un ciel rose. Rouge même, enfin orange. Ah, et bien la raison, c'est que au début, ils étaient tellement convaincus que le ciel serait bleu, qu'ils ont traité leurs images en conséquence. Et en fait, le ciel, là-bas, est jaune orange. Et la raison, c'est la suivante. Sur Terre, le ciel est bleu parce que c'est des molécules de gaz qui diffusent en bleu. Mais sur Mars, ce sont des poussières volantes qui diffusent la lumière, et les poussières volantes diffusent en rouge. Alors maintenant nous allons passer, nous quittons les mondes planétaires et nous allons parler de Meudon. Ah, je veux dire encore un mot. Coupez la parole. Je coupe la parole pour vous dire une chose que je voudrais dire. C'est que l'étude de la planète Mars est absolument passionnante. Elle est passionnante par ce que vous en voyez actuellement, mais elle était déjà passionnante dans les années 50, quand j'ai commencé à faire l'astronomie. Parce que sur cette planète, surtout à cette époque, on avait l'impression qu'on était capable de découvrir la vie. On découvrait la vie sur un monde, ça c'est quelque chose. Et une grande partie de la motivation de l'étude des planètes à l'époque d'après la guerre, à l'époque où on a commencé à étudier ces grandes lunettes de Pygmalion dont je vous parlais, était axée, était orientée vers ce problème fascinant, la recherche de la vie. Ça c'est très important. Et cette recherche de la vie est tellement importante que c'est la raison pour laquelle la NASA a donné une telle importance à l'étude de Mars, parce que c'est toujours ce problème de la recherche de la vie qui est une attente, qui est des interrogations les plus profondes que l'on peut se poser sur le monde planétaire. Alors, nous allons partir maintenant à Meudon. Ah, c'est votre quartier général. On va arriver à Meudon. Alors, bon, un petit mot sur l'Observatoire de Paris duquel vous dépendiez, avec la coupole d'Arago encore. Voilà. On voit ici ce beau monument qui se trouve dans le 14e arrondissement. Mais les recherches se font ailleurs, se font à Meudon, depuis déjà plus d'un siècle et demi. Et alors vous aviez monté petit à petit un laboratoire sur le Soleil. Vous pouvez peut-être nous dire un peu ce que vous faisiez et ce que c'est devenu après, puisqu'il y a eu une réorganisation il y a peu de temps, hein. On va y revenir. Au niveau des recherches sur le Soleil, au niveau, vous aviez également constitué des archives photographiques sur les planètes. Hein, j'ai fait de l'astronomie, quoi, bref. Comment? J'ai fait de l'astronomie. Non, mais je sais. Pour faire de l'astronomie, il faut un minimum d'équipement et donc créer le laboratoire nécessaire pour développer les recherches que je proposais, qui concernait essentiellement le système solaire. Donc, je suis un astronome très limité. Je me limite au système solaire. Ce qu'il y a au-delà, ce n'est pas mon affaire. Par contre, le système solaire, je n'ai pas regardé. Et il y a le Soleil, bien sûr, et puis il y a les planètes. Et donc, à la sorte de Meudon, que dès qu'on a eu les moyens suffisants, après la guerre, quand les choses commençaient à aller mieux, ben, on a créé ce laboratoire, qui s'appelle le laboratoire physique du système solaire, dans lequel on a pu développer tous nos programmes de recherche sur les planètes et sur le Soleil. Et ce laboratoire, donc, je me suis occupé jusqu'à ma retraite. Alors maintenant, bon, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé dans ce laboratoire. C'était le but du laboratoire. Comment? C'était le but du laboratoire. C'était le but, oui. Mais on en voit encore dans certaines manifestations. Vous parliez tout à l'heure de Nathalie Cabrol. Bon, il y avait de bien d'autres également. Et il y avait également, maintenant, le laboratoire a été transformé, je pense, en différents services. Maintenant, une des activités, c'est justement encore l'étude des planètes avec satellite Corot. Voilà. Hein. Voilà. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, parce que c'est un satellite qui va partir au mois de novembre, je crois, octobre-novembre. Et Annie Baglin là, nous a raconté un petit peu tout le cheminement de
de ce satellite. On peut si les Baquet vous a parlé, vous savez tout, alors. Ah non, mais on était que tous les deux, là, c'est pour tous les gens. Si vous pouvez nous en dire un mot, parce que je crois que c'est assez exceptionnel. C'est quelque chose d'uniquement en français et centré sur votre laboratoire, je pense. Alors vous savez, l'astronomie moderne est maintenant totalement différente. C'est autre chose, c'est une autre vision de la manière de pratiquer la science. C'est d'autres idéaux, c'est d'autres formations intellectuelles. C'est une autre astronomie. C'est passionnant parce qu'on a passé d'un type d'astronomie à un autre. Et ça montre la vivacité, la vitalité de cette science et des motivations qui poussent à explorer le monde. Et dans ce foisonnement de recherches qui sont développées actuellement aux États de Meudon, il y a Corot. Corot, c'est un satellite qui a des photomètres extrêmement sensibles. Et ce satellite d'un photomètre va pointer des étoiles et suivre la densité lumineuse de l'étoile. Pourquoi? Parce qu'il arrive deux choses. D'abord, l'intensité de l'étoile peut varier parce que l'étoile pulse sur elle-même. Et quand elle pulse, son éclat varie très peu, mais l'appareil est extrêmement sensible. Et de ces petites pulsations, on peut déterminer la structure interne de l'étoile. Donc on va faire de la géophysique interne des étoiles. En étudiant sur un grand nombre de cas ces pulsations, on va comprendre comment une étoile se comporte à l'intérieur et comment elle évolue. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect aussi, on va voir des courbes de lumière dans lesquelles tout à coup, les petites pulsations ne vont pas, puis tout à coup, hop, ça descend et ça remonte. Ça veut dire quoi, ça? Tout à coup, l'étoile devient moins brillante qu'avant. Puis, au bout de 50 ans, au bout de peu de temps, elle retrouve son éclat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étoile a autour d'elle un petit satellite, une petite planète. Cette planète tourne autour de l'étoile et cette planète passe devant l'étoile. À ce moment-là, si on le voyait de la Terre, ça fait une tache sombre. Mais c'est une tache sombre, c'est qu'il y a moins de lumière. Donc l'éclat diminue. Donc vous avez une planète qui tourne autour et pof, elle passe devant, l'éclat diminue, elle sort et l'éclat retrouve sa valeur initiale. Donc, en étudiant un grand nombre d'étoiles et en suivant les révolutions, on va dans certains cas trouver des minimums de lumière qui vont caractériser des planètes nouvelles qui tournent autour de ce Soleil. Et ça, on a calculé qu'en l'espace de un an ou deux, on devrait découvrir des dizaines et des centaines de planètes nouvelles. C'est ça qu'on... Ah oui. Oh là là. C'est le résultat de votre laboratoire, ça. Il y a beaucoup de gens du projet qui ont travaillé avec vous. Oh, je ne peux pas dire ça, c'est le résultat d'une nouvelle génération d'astronomes qui sont extrêmement brillants et c'est merveilleux. Il y a plusieurs pays qui se sont associés également à cette mission. Oui, naturellement, tout ce qui se fait maintenant en astronomie est toujours au niveau international. Toute opération importante prend une dimension mondiale. À cause de l'importance de l'investissement, à cause de l'importance de l'enjeu scientifique aussi. Voilà. Et pour grouper les compétences qui se trouvent dans le monde entier, qu'il faut additionner sur un même projet. Bon, voici quelques vues de Meudon que vous devez connaître, là, justement, là, c'est oui. l'étude du Soleil, hein. Voilà. Vous avez l'air de bien connaître, là, c'est... Voilà, encore. Alors, voilà une vue d'ensemble, c'est un cadre magnifique, ça, pour étudier, là. Bon, ça, le cadre est magnifique. Vous avez au premier plan, vous avez donc le château, avec la coupole, et qui contient la plus grande lunette d'Europe, 83 cm de diamètre. Et cette coupole est en pleine restauration en ce moment. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Et derrière, vous avez la tour solaire un petit peu à gauche, et puis différents laboratoires. Et le laboratoire dont je vous parlais tout à l'heure est d'un de ceux qui est juste derrière la coupole. Voilà. Alors, Voilà, magnifique. Voilà, la coupole qui a été endommagée lors de la tempête là, de 99. Tellement endommagée qu'il faut faire une réflexion, on en profite pour faire une réflexion totale. Alors voici... intéressant, elle est verte, la coupole. L'autre fois, c'était pas que le cuivre. Et le cuivre, c'est rouge. La coupole était rouge. Puis ensuite, le cuivre a évolué, elle est devenu noir. Et puis ensuite, avec le temps, le noir est devenu vert.
Or là, on est en train de refaire la coupole. Et dans quelques temps, vous la reverrez rouge. Elle redeviendra noire, et dans une dizaine d'années, elle sera de nouveau verte. Alors voici Nathalie Cabrol, là, devant le fameux rouvert dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est pour un clin d'œil aux élèves. Et alors, la semaine dernière, il y a votre dernier livre qui vient de paraître sur la grande lunette de Meudon, là, dont vous parliez un instant. Ah oui, c'est passionnant. Vous savez, l'astronomie, je vous ai dit tout à l'heure en quelques mots là, combien c'est fascinant l'astronomie moderne et ses visions d'avenir. Mais c'est aussi passionnant de suivre l'histoire de l'astronomie, voir comment dans le passé les gens ont travaillé, comment les choses qui paraissent les plus évidentes maintenant ont été découvertes alors qu'on ne savait rien. Et je me passionne aussi pour l'histoire de l'astronomie. Et à l'observatoire de Meudon, il y a un élément qui historiquement a une importance capitale, c'est la grande lunette. Cette grande lunette de Meudon qui est entrée en service en 1896, donc il y a plus d'un siècle, a couvert les progrès de l'astronomie pendant un siècle en amenant chaque année des découvertes nouvelles, et c'est extrêmement passionnant. Et effectivement, je suis penché là-dessus, et je viens d'écrire un livre sur l'histoire de la grande lunette de Meudon. Alors on voit quelques vues de cette grande lunette, là. C'est un instrument fascinant, absolument, mythique. Voilà Ça représente une manière de faire d'astronomie et qui est absolument fantastique. Voilà, elle est un peu rouillée, hein. C'est tout au moins l'intérieur de la coupole, là. Ah oui, mais on va... C'est ça qu'on refait, là. Oui, c'est ça qu'on fait. Ah, elle a 100 ans, hein. Ah oui, non, mais je vous dis ça, pardon, attendez, je suis un peu perdu dans mes vues, là, ça va. Voilà, on la revoit quand même, hein. Et après, de temps en temps, on peut la visiter. Alors, pour l'instant, non, mais le but des travaux en question, c'est de la rendre visitable. Enfin, elle a toujours été visitable, mais d'en faire vraiment une présentation tout à fait grand public, avec des séances d'explication, et puis, à plus long terme, de doter tout le château d'une galerie, d'une sorte d'exposition, de musée, en quelque sorte, sur l'histoire de l'astronomie, en particulier sur les grandes découvertes faites à l'observatoire de Meudon. Voilà. Un beau projet, un beau et grand projet. Alors maintenant, nous en avons terminé. On pourrait conclure, vous pourriez peut-être nous dire un peu ce que vous avez pensé, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, un peu de l'astronomie en général, de cette passion de comprendre l'univers, d'acquérir un savoir. Ce qui est très beau, très intéressant, important dans l'astronomie, c'est qu'on jongle avec des problèmes qui sont des interrogations très profondes. Je crois que tout homme, je crois qu'on peut dire ça quand même, porte en soi une certaine curiosité pour des choses. On veut savoir ce qui nous entoure, on veut savoir où on est, on veut savoir comment s'est formé tout ce qui se passe dans le ciel et pourquoi, ce que tout ça signifie, qu'est-ce qui se passe dans les autres mondes, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers, est-ce qu'il faut partager le fait, le privilège de vivre sur Terre avec d'autres êtres animés ailleurs, ou est-ce que c'est un privilège unique dans la création? Comment s'est formé tout cet univers et quelle est sa destinée, où est-ce qu'il va? Ce sont des interrogations viscérales, si vous voulez, qui ont existé tout le temps, déjà chez les hommes primitifs, et qui existera de tout temps. Et je crois que l'astronomie, moi, ce qui m'a passionné de l'astronomie, c'est qu'on travaille avec des méthodes importantes et intéressantes à essayer de clarifier, de résoudre, de répondre à ces interrogations profondes. C'est ça, l'astronomie, me semble-t-il. Écoutez, on va vous remercier. Cette lunette a été mise en service, donc là, à la fin du XIXe siècle. La photographie était une méthode d'observation tout à fait nouvelle. C'était nouveau. Avant, on observait presque uniquement à l'œil.
Et la photographie à l'époque, les plaques photographiques, les émulsions photographiques, n'étaient sensibles qu'à la lumière bleue. Tandis que l'œil, lui, est sensible au jaune. Et les objectifs de lunettes sont corrigés et pour respecter les couleurs. De sorte que la lunette principale, la lunette dite visuelle, était corrigée pour donner des images fines dans le jaune. Et si on mettait une plaque photographique derrière, c'était flou, puisque les plaques sont sensibles au bleu. De sorte que Janssen, le fondateur de l'Observatoire, n'a pas hésité à dire, puisqu'il y a deux domaines d'observation différents, l'observation visuelle et l'observation photographique, et bien, il faut deux lunettes, l'une optimisée pour le visuel, 83 cm de diamètre, et l'autre un peu plus petite, 60 cm, optimisée pour la photographie. C'est pour ça que la lunette de Meudon est double, un objectif photographique et un objectif visuel. Alors ça a servi énormément au début, jusque dans les années 1920 environ, quand on a commencé à savoir faire des émulsions photographiques sensibles également au jaune. À partir du moment où on a des émulsions photographiques sensibles au jaune, la même lunette pouvait couvrir tous les domaines et la lunette photographique est devenue moins importante. D'autres questions? Pas de questions, tout est clair. Oh là là. Moi j'ai une remarque sur la lunette de Meudon. Elle a joué un très grand rôle pour Mars, parce que je crois que c'est Antoniadi qui, grâce à la lunette de Meudon, a levé le doute sur les canaux de Mars. C'est lui qui a prouvé que Mars n'avait pas de canaux. Est-ce bien vrai? Antoniadi a fait deux choses très remarquables. Avant lui, il y a eu cette affaire des canaux de Mars. C'est-à-dire qu'avec les lunettes américaines et les lunettes italiennes, on a cru voir sur Mars des structures filiformes très ténues et qui semblaient tout à fait anormales, qui n'étaient pas explicables par les lois naturelles classiques. D'où l'idée que si c'est une chose qui n'est pas naturelle, eh bien, elle pourrait être attribuée à des êtres intelligents qui auraient créé des canaux sur Mars pour irriguer la planète. Et cette opinion était très fortement défendue par les astronomes à l'époque. Et Antoniadi a eu le mérite, en utilisant une lunette plus grande que les autres, et dans de meilleures conditions, la grande lunette de Meudon, de démontrer que ces canaux, en réalité, étaient des illusions optiques et ne pouvaient pas s'observer avec la lunette. Par contre, Antoniadi, pourquoi par contre, mais en plus, Antoniadi a fait autre chose. On savait aussi que les taches qu'on observe sur la surface de Mars ont des configurations qui étaient bien reconnues, cartographiées, familières aux astronomes, mais on avait remarqué que ces taches pouvaient changer de configuration, évoluer légèrement d'une année sur l'autre, lentement, d'une année sur l'autre, ça semblait se transformer. Et quelques astronomes avaient émis l'idée que ça pourrait être ces sortes de traces de végétation sur le sol qui se développeraient au printemps et qui, d'une année sur l'autre, s'épanouiraient de façon différente. Et Antoniadi, avec la grande lunette de Meudon, ayant résolu le problème des canaux, s'est attaqué à ce second problème, qui est celui des variations sur la surface de Mars, pour tâcher de voir si elles sont compatibles avec toute la puissance de la lunette, compatibles avec une végétation possible sur Mars. Et il a conclu, mais sur des bases fragiles, que, à son avis, le comportement de ces taches observées pendant une trentaine d'années, quand même, semblait pouvoir s'expliquer par la végétation. C'était très important, parce que quand on a pris la relève des travaux d'Antony de la Grande Lunette, c'est-à-dire ceux dont je parlais tout à l'heure avec la lunette de haute résolution du Pic du Midi, donc après la guerre, après la mort d'Antoniadi, qui est mort pendant la guerre, quand on a repris ce programme, eh bien, le point de départ pour Mars était toujours cette idée que les tâches pouvaient s'expliquer par la végétation. Et ça a été l'élément moteur qui a poussé les observations du Pic du Midi. Et la première chose que nous avons fait avec M. Michel, avec M. Foucault, avec mes collègues de l'époque, c'est d'étudier Mars en vue de tester, avec les puissances encore plus grandes de la lunette du Pic du Midi par rapport à celle de Meudon, de tester si ces variations des tâches étaient bien dues à la végétation. C'était donc très important. Donc c'est la grande lunette qui a tué les Martiens. Moi je résume ça comme ça, pour ainsi dire. La grande lunette a tué les Martiens, c'est
Oui, c'est bien dit. Voilà. C'est pas dans votre livre, ça. C'est pas dans mon livre, mais c'est entre les lignes. C'est dit des vocabulaires différents. Oh là. Ce qui me frappe quand je vois les connaissances actuelles et que je compare avec celles qu'on avait quand j'ai commencé, c'est-à-dire juste après la guerre, on s'aperçoit qu'on connaissait extraordinairement peu de choses sur le ciel, et en particulier pour les planètes. Ce qui m'avait poussé à l'époque à étudier les planètes, je ne l'ai peut-être pas dit assez tout à l'heure quand on m'a posé la question, c'est justement le fait que, alors que l'astronomie se développait d'une façon harmonieuse pour l'étude des galaxies, des étoiles, de l'univers lointain, de l'expansion de l'univers, les planètes étaient presque totalement délaissées. Il y avait bien eu la controverse sur les canaux de Mars, il y avait bien eu le problème de la vie sur Mars dont je vous parlais, mais c'était tout à fait embryonnaire et on ne connaissait rien sur Mars. Et les autres planètes étaient extraordinairement peu connues. On croyait que Vénus, par exemple, était une sphère uniformément couverte de gypse et de matière brillante, et dépourvue d'atmosphère. On était là. On croyait que sur Mars était rouge à cause de la densité de l'atmosphère qui rougissait le sol. Et c'est assez étonnant de voir peu de choses comme ça. Et au cours de ces 50 ans d'astronomie, 60 ans maintenant, je veux dire, j'ai assisté, j'ai contribué comme j'ai pu, mais j'ai surtout assisté au progrès de la connaissance, et j'ai suivi ça. Et ça, c'est passionnant, de passer d'un état de connaissance rudimentaire à tout ce qu'on sait maintenant, c'est unique dans une vie. Je dis ça parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres périodes de l'histoire de l'humanité où les connaissances d'astronomie, les planètes en particulier, ont progressé aussi totalement. Je dirais par exemple que sur Mars, les plus petits détails visibles, quand j'ai commencé à faire l'astronomie, avaient 300 km de diamètre. Maintenant, les plus petits détails visibles avec les sondes spatiales qui ont recueilli du sol martien, c'est des petits grains de sable qui font 1/2 millimètre de diamètre. C'est ça, les progrès d'astronomie. De sorte que pour répondre à une question, oui, mais j'ai évolué dans ma pensée astronomique, mais j'ai évolué parce que j'ai essayé de suivre l'évolution des connaissances, et ça oblige à constamment se refaire un panorama de ces connaissances. C'est passionnant. Ah si, je vous assure. Passionné aussi. Une autre question? Bon, ben avant de nous diriger vers la séance de dédicace, nous allons donner quelques informations sur les prochaines manifestations. C'est super. Ouais, ça se voit, hein, je le porte sur lui. Un tout. Oui, moi je fais D'abord, il y a une je vous en prie. Allez, famille, d'accord. Seulement, on va aller essayer assez vite.
Est-ce que Jean-Marie, il reste des livres? Non, tant qu'on est dans une association, on offre aussi un livre. Vous l'avez sûrement, mais on ne sait jamais. Alors, voici, il a beaucoup, vous voyez. Ah oui, ouvrez-le. Comment? J'ai cherché pendant un moment. Hein. Ah ben oui, mais excusez-moi là. Vous ne l'aviez pas? Ah bon? Ah bon? Ah oui, mais c'est l'édition originale. Non. Ah ben vous voyez? C'est son premier livre. Vous voyez l'original? Vous voyez? J'ai eu un peu de chance quand même à vous retrouver. Hein. Versailles. Ah, ça me fait plaisir, tu te rends compte, il n'avait pas. Il n'avait pas. Oh là là, oh là là. Oui, il l'a déjà lu. Mais vous l'avez déjà lu? On va vous interroger. Allez, ça, c'est pas vrai? Oui, oui. Non, pas moi. On va pas me mettre dans l'essentiel pendant que Pourquoi pas? Non, mais c'est un peu pas. Merci, vous êtes très aimable. Madame Consoler, à la culture. Goldman, c'est K. K-O-Z-L-A. Ah, quand même. Ça fait mal faire cher, hein. C'est la Polarie. Berger.